Bonjour et bienvenue au cours Pourquoi avons-nous besoin des débits environnementaux? Ce cours a été conçu par le professeur McLean de IHE Delft aux Pays-Bas et la version française a été traduite par Belfried Dikwesi de l'Institut national de l'eau au Bénin. Quand j'y pense, ce cours n'est pas vraiment nécessaire car chacun d'entre vous a évidemment choisi de le suivre parce que vous reconnaissez l'importance des débits environnementaux ou parce que vous reconnaissez que la nature et les écosystèmes ont besoin de certains débits pour bien fonctionner. Mais si vous le permettez, je vais poursuivre et présenter un bref cas des débits environnementaux, communément appelés IFLO, qui correspond aussi au message de ce cours. Tout d'abord, il faut rappeler que les débits environnementaux, encore appelés IFLO, sont un outil essentiel pour la protection des ressources en eau et qui sont parmi les outils de la GIR. Et sans eux, sans ces outils de la GIR, les gestionnaires de l'eau ne pourraient pas atteindre les objectifs en matière de gestion de la ressource en eau. Réfléchissez, il existe une gamme d'outils que les gestionnaires appliquent pour protéger la ressource en eau. Notamment, il existe des programmes de prévention de la pollution pour réguler les rejets des déchets et des programmes de conservation des sols pour contrôler les apports des sédiments et des contaminants associés. Les programmes de conservation des eaux sont là pour réduire le gaspillage. Les pratiques de pêche destructive, comme l'utilisation de poissons excessives, sont contrôlées par des règles et des restrictions de pêche. Et si les unités de ressources sont particulièrement précieuses et vulnérables, elles peuvent être désignées comme zones protégées et mises en réserve. Mais, même si tous ces outils, ou bien d'autres encore, sont appliqués pour la protection des ressources en eau, il y aura toujours une série de pressions sur les prélèvements et la régulation contre lesquelles les ressources en eau ne sont pas protégées. C'est le but que visent les débits environnementaux. Réfléchissez un instant à la définition de la GIR proposée par le Partenariat mondial de l'eau. Cette définition stipule que la GIR est un processus qui favorise le développement et la gestion des ressources en eau, des terres et des ressources connexes, afin de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte de manière équitable, sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. Le bien-être économique et social ne peut être maximisé tout en protégeant les écosystèmes vitaux que si l'on applique tous les outils de la boîte de la GIR. Commençons donc par les barrages et le potentiel qu'ils ont d'éteindre les rivières comme le montre la photo. Il est évident qu'une rivière normalement permanente sans eau n'est plus une rivière et les impacts écologiques et sociaux qui en découlent vont jusqu'à 100% de la perte des écosystèmes associés à cette rivière. Voici le barrage de Hydro-Agua dans la région amazonienne de l'Équateur. Il s'agit d'un barrage au fil de l'eau qui détourne 100% du débit de la rivière lorsque le débit est égal ou inférieur à son débit de conception pour la production hydroélectrique. Rappelez-vous de la constitution de l'Équateur mentionnée dans le premier cours. Cette image n'est pas de nature à protéger la terre-mère. La carte de droite montre l'emplacement de plus de 150 barrages prévus dans la région de l'Amazonie. Notez que nous parlons de l'Amazonie. Je ne vais pas m'étendre sur les statistiques, mais sachez que l'Amazonie contient les systèmes aquatiques les plus divers du monde sur le plan biologique et que ces régions de tête sont d'une importance en tant que source de nutriments et de zones de frai pour certaines espèces les plus importantes du point de vue commercial. Par conséquent, la dépendance des communautés en aval à l'égard de la santé du fleuve est énorme. Notons que les barrages n'ont pas besoin d'éteindre les rivières pour avoir de graves répercussions sur leur santé et les services fournis par les écosystèmes aquatiques. De grandes modifications
de la variabilité annuelle et interannuelle du régime de débit des rivières peuvent également avoir de graves effets néfastes. La figure sur la diapositive présente le barrage du réservoir de Fleming Gorge de la rivière Green, un affluent d'amont du fleuve Colorado en Amérique du Nord. L'eau stockée est utilisée pour la production d'énergie hydroélectrique, l'irrigation et les loisirs. Dans la pratique, la ligne bleue représente le régime d'écoulement de la rivière avant la construction du barrage, lorsque de faibles débits dominaient les mois d'hiver et que la rivière devenait trop haute entre avril et août. Après la construction du barrage, le régime de débit est devenu plus uniforme, comme le montre la ligne rouge, doublant ainsi les débits en hiver et enlevant les débits élevés en été. Ce changement de régime d'écoulement a eu un impact négatif sur les habitats et les espèces de poissons endogènes et a modifié d'autres aspects de l'écosystème fluvial en aval. Nous examinerons plus en détail les conséquences écologiques et sociales de ces changements plus tard dans ce cours. Mais pour l'instant, il convient de noter que de graves altérations du régime d'écoulement naturel menacent la capacité des écosystèmes fluviaux à fonctionner efficacement. En effet, les écosystèmes aquatiques sont évolués et finement ajustés à la variabilité naturelle des débits tout au long de l'année. Nous explorerons ces relations de manière beaucoup plus détaillée dans les unités axées sur la science sous-jacente au débit. Mais pour l'instant, sachez que de nombreuses fonctions écologiques clés des systèmes fluviaux dépendent de la variabilité des débits. Il s'agit notamment des débits qui créent les habitats essentiels, déclenchent et permettent les migrations liées à des moments clés du cycle de vie des organismes, pensez aux frais par exemple, et même des débits qui protègent les systèmes fluviaux contre les invasions d'espèces aquatiques et envahissantes. Ces processus écologiques qui dépendent de la variabilité des débits fournissent alors une série de services écosystémiques dont les gens et les cultures dépendent probablement. Ce graphique, notamment celui de gauche, présente les 4 catégories de services écosystémiques définies lors de l'évaluation des écosystèmes par le millénaire. Et à droite, nous avons les éléments constitutifs du bien-être humain que ces services sous-tendent. Prenez un moment pour mettre la vidéo en pause et étudier les différentes relations. Elles sont probablement plus profondes que vous ne l'aviez imaginé de par le passé. Si des réactions ou des questions surgissent, veuillez les poster dans le forum de discussion de la classe. L'exploitation des barrages est donc un objectif majeur pour l'évaluation et la mise en œuvre des débits environnementaux, encore appelés IFLO. Et il y a de nombreux barrages à traiter. Le registre mondial des barrages contient près de 60 000 grands barrages et il existe des millions de petits barrages dans le monde. Parmi les barrages à usage unique référencés dans le registre, environ la moitié sont destinés à l'irrigation et environ 20% à l'hydroélectricité. D'autres sont axés sur l'approvisionnement en eau, la protection contre les usages et d'autres formes d'usage. 17% des barrages référencés sont utilisés à des fins multiples. Le plus grand nombre de barrages se trouve en Chine, suivi par les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Brésil et le Canada. Les autres régions comptant de nombreux grands barrages sont l'Europe de l'Est et de l'Ouest, l'Afrique du Sud et de l'Ouest et l'Australie. Nous apprendrons dans ce cours et dans les suivants qu'il existe une grande diversité dans les approches
adoptés par les pays pour faire face aux impacts des barrages. Mais il est clair qu'il y a beaucoup à faire dans chaque contexte. Aucune région ni aucun pays n'a encore réussi à le faire convenablement. D'un autre côté, il y a aussi un grand nombre de futurs barrages prévus dans le monde entier. Cette carte montre près de 4000 grands barrages prévus pour l'énergie hydroélectrique. Si l'on fait un rapport de proportionnalité de barrages hydroélectriques par rapport aux autres types de barrages figurant dans le registre des barrages mondiaux, le nombre total de grands barrages prévus peut être estimé à plus de 20 000. Une autre caractéristique importante de cette carte est que la majorité des barrages prévus se trouvent dans les pays en développement. Les zones de concentration comprennent toute la longueur des Andes, de l'Amazonie, de la Terre de Feu en Argentine. Elles s'étendent à l'Europe de l'Est et à l'Asie centrale et tout au long de l'Himalaya. Le bassin de Mekong, un autre des systèmes les plus diversifiés du monde sur le plan biologique, connaît une période de construction rapide de barrages et de nombreux autres projets de barrages sont en cours en Afrique, y compris dans certains des bassins les plus sensibles du continent sur le plan environnemental. Le passé, le présent et l'avenir de la construction des barrages sont liés à des situations financières des pays et aussi aux mécanismes de financement dans le monde de plus en plus globalisés. La démographie et les systèmes de gouvernance des régions et des pays jouent également un rôle important, notamment en influençant le niveau d'attention et de soins qui sera consacré à l'application des principes de l'agir. Les facteurs climatiques et physiques sont également importants. La distribution des barrages hydroélectriques est liée à la topographie et au débit des rivières. Ces facteurs concentrent les barrages dans les zones humides et montagneuses. D'autres facteurs, tels que la disponibilité limitée ou excessive de l'eau, influencent la répartition des barrages à d'autres fins, comme l'irrigation ou la protection contre les inondations. Pour appréhender l'ampleur de notre défi d'une autre manière, regardez ces récentes analyses et projections des proportions du volume global des rivières touchées par la fragmentation et la régulation des débits. Vous apprendrez que ces deux impacts sur les systèmes fluviaux sont étroitement liés par la source commune des barrages et des retenues. Les projections futures donnent à réfléchir, avec au moins de forts impacts sur la connectivité des rivières, de près de 90% du volume des rivières, et de forts impacts sur le débit d'environ 50% du volume des rivières. Ces chiffres concernent à la fois les obstacles physiques imposés par les barrages et la modification du débit des rivières causée par les exploitations des barrages. Mais les besoins des débits environnementaux ne concernent pas seulement les barrages. Les pays où la demande en eau est élevée par rapport à l'offre, comme ceux qui sont en orange et en rouge sur la carte, dans ces pays, les gens trouveront les moyens de collecter ou de détourner l'eau des rivières, des zones humides et des lacs, qu'il y ait de barrages ou non. Nous étudierons comment les e-flows peuvent être appliqués dans ces contextes. Sans exagérer les effets néfastes des débits déjà constatés sur les écosystèmes aquatiques, j'aimerais souligner la tendance enregistrée dans l'indice de la planète vivante qui surveille l'abondance de plus de 3000 populations d'espèces d'eau douce depuis près de 50 ans. Au cours de cette période, nous avons enregistré une baisse moyenne de 80% du nombre de populations, ce qui devrait nous choquer. Bien que ces déclins ne soient pas uniquement attribués à l'altération des débits,
le débit est un élément essentiel pour stopper et inverser la tendance. Nous avons du pain sur la planche. Enfin, je me dois de mentionner la carte du changement climatique qui injecte une incertitude supplémentaire dans l'avenir des écosystèmes aquatiques et dans les façons dont les flux d'eau peuvent être appliqués pour les protéger. La majorité des recherches récentes sur les relations entre les débits sortants et les changements climatiques se sont concentrées sur le défi que les changements climatiques posera à la science et à la pratique des débits. Les changements fondamentaux et continus du cycle hydrologique remettent en question bon nombre des approches conceptuelles et techniques que nous avons adoptées jusqu'à présent pour les débits d'eau. Mais les débits et leur objectif de protection de l'état et des fonctions écologiques des écosystèmes aquatiques doivent également être considérés parmi les mesures visant à soutenir la résilience et l'adaptabilité des systèmes aquatiques. Cela fait également partie des messages de la déclaration de Brisbane 2.0, mais c'est un sujet qui fait l'objet de très peu de recherches jusqu'à présent. Il doit désormais faire l'objet d'une plus grande attention. Les messages à retenir pour ce cours sont les suivants. Les débits environnementaux sont un outil essentiel de la boîte à outils que constitue l'AGIR. Les écosystèmes aquatiques sont soumis à une pression intense due à la modification des régimes d'écoulement, principalement en raison des barrages et des prélèvements successifs d'eau. Ces altérations ont un impact sur toute une série de processus écologiques et les services connexes qu'ils fournissent aux communautés humaines. La tendance mondiale est à un impact de plus en plus sévère sur les systèmes aquatiques et les impacts combinés ont déjà entraîné jusqu'à 80% de réduction des populations aquatiques. Merci.